Renouveau Télé, la télé est totalement votre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations. Les titres. La commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a entamé les consultations avec les forces vives de la nation. Il s'agit à travers cette initiative de recueillir les observations de tous pour davantage améliorer le document. L'atelier de révision de la charte des partis politiques est ouverte depuis ce lundi matin à Bamako. Cet atelier rassemble les acteurs politiques et les experts dans le but d'identifier les forces et les faiblesses de la charte de 2005 et proposer des recommandations pour le nouveau texte. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, lors de sa 7e session ordinaire de la 6e mandature, a formulé des recommandations et des résolutions afin que l'exploitation minière puisse profiter à tout le monde. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. La 7e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel a pris fin ce lundi 17 février 2025 à Koulouba. Le thème retenu pour cette 7e session était « Secteur minier vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et la préservation de l'environnement ». Au terme des 2 semaines de travaux, plusieurs recommandations et résolutions ont été formulées par le Conseil. Les détails avec Amadou Diara, Mantala Ouattara. En effet, cette 7e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel a accouché des recommandations et des résolutions dans le secteur minier. 2 semaines durant, les conseillers de la République et membres associés ont fait immersion dans l'univers minier. Diligenter la levée de la suspension concernant l'attribution et le renouvellement des titres miniers tout en poursuivant les travaux d'assainissement du cadastre minier. Augmenter la dotation budgétaire du ministère des Mines. Diligenter l'opérationnalisation du fonds de financement de la promotion du secteur minier et celui du financement de la recherche géologique, du renforcement de capacités et de la formation. Appliquer rigoureusement les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'artisanat minier. Ordonner l'arrêt immédiat sur toute l'étendue du territoire national de l'exploitation de l'or par le dragage. Sur le cadre juridique et institutionnel du secteur minier, mettre à jour le cadre juridique et institutionnel afin d'assurer une meilleure régulation du secteur minier et intégrer les exigences du développement durable. Améliorer la transparence dans l'octroi des permis d'exploitation et le suivi des activités minières. Cette 7e session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel a permis aux participants de cerner tous les contours de l'écosystème minier de notre pays. L'exercice consistait à identifier, comme l'indiquent les thèmes, les difficultés majeures, les défis et dégager des pistes de solutions conformément à notre statut d'assemblée consultative. De la chaîne de valeur de l'exploitation minière en passant par le cadre institutionnel, les différentes implications sociales en termes de développement et particulièrement les aspects environnementaux qui demeurent la difficile équation à résoudre. Aucune dimension n'a été occultée. La mise en œuvre de ces recommandations peut faire briller l'or pour les Maliens et les autres ressources minières sans compromettre l'avenir des générations futures. Et soyez rassurés, nous allons également faire une exploitation optimale de toutes les propositions et de toutes les recommandations issues de vos 14 jours d'échanges et de travaux. En somme, les recommandations issues de cette 7e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel permettront également de renforcer les acquis du secteur minier et d'améliorer les conditions de vie des populations.
Ce lundi, la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale a entamé une série de consultations avec les forces vives de la nation. Ce sont les autorités et les légitimités traditionnelles, les confessions religieuses, les communicateurs traditionnels ainsi que les confréries de chercheurs qui ont ouvert le bal. L'objectif principal de ces échanges est de recueillir des propositions visant à élaborer le projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Compte rendu, Gabriel Keita, Rukiatou Sori Dambélé. Pour cette première rencontre, les participants ont exprimé une forte volonté de collaborer pour aborder les préoccupations concrètes liées à la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Chaque groupe a pu exprimer ses points de vue et ses suggestions, soulignant l'importance d'un cadre unificateur qui pourrait favoriser un climat de confiance et de solidarité entre les différentes communautés. Déjà, il faut reconnaître que nous sommes contents d'être là. Et notre présence, je crois que c'est ce que nous voudrions depuis belle lurette. Bon, comme nous sommes là, et d'après nos calculs et nos interventions, on a compris que ça c'est une avancée notoire que le Mali avait besoin depuis longtemps. Donc si nous les avons aujourd'hui, l'avant-projet, je crois que nous avons eu à y participer au moins 3 fois. Nous avons fait des assises par rapport à ça. On a donné même nos avis, nos contributions par rapport à la bonne marche de la formulation de cette charte-là. Selon le président de la Commission nationale de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, Ousmane Issoufi Maïga, ces consultations marquent une étape fondamentale dans le processus de rédaction de la Charte, permettant ainsi à la Commission d'intégrer des perspectives diverses et d'assurer que l'avant-projet reflète véritablement les aspirations et les besoins de l'ensemble de la population. Ce matin, nous avons l'occasion de vous en expliquer les grandes lignes. Nous aurons à cœur de recevoir vos nouvelles propositions, suggestions et observations dans les 72 heures à venir pour nous permettre de les intégrer une fois de plus dans le projet de charte. Pour notre part, à la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, nous ne doutons pas un instant. Nous restons convaincus que vos contributions seront significatives, pertinentes, citoyennes et patriotiques, à la hauteur de vos places et rôles dans notre société au sein de la nation malienne. La commission de rédaction continuera d'engager des dialogues constructifs avec d'autres segments de la société au cours de la semaine, afin de bâtir une charte qui soutient la paix et la réconciliation nationale au Mali. Par ailleurs, le comité de plaidoyer et de suivi des réformes organise depuis ce matin un atelier sur la révision de la charte des partis politiques. La rencontre avec les présidents des partis politiques et des experts permettront d'identifier les forces et les faiblesses de la charte de 2005 et des recommandations pour le nouveau texte. Le point avec Maliki Diallo. La révision de la charte des partis politiques est l'une des recommandations phares des Assises nationales pour la refondation. Le processus est enclenché par le gouvernement qui invite tous les partis politiques à faire parvenir leurs recommandations avant le 14 mars. Cet atelier, initié par le comité de plaidoyer et de suivi des réformes avec les présidents des partis politiques et des experts, vise à trouver une vision commune de la classe politique pour une charte qui répondra aux attentes. Cet atelier, initié dans le cadre de la relecture de la loi 0547 du 18 août 2005, portant charte des partis politiques, s'inscrit dans une dynamique participative et inclusive. Il vise à dresser un état des lieux objectif du fonctionnement des partis politiques au Mali, à identifier les défis et opportunités et à proposer des améliorations qui permettront d'adapter cette charte
aux réalités contemporaines et politiques, aux aspirations des citoyens. Le Forum des mouvements et partis politiques a remercié le comité de plaidoyer et de suivi des réformes pour l'organisation de cet atelier. Le président du Forum a appelé les participants à être assidus. L'ambition de l'atelier d'aujourd'hui est claire. Identifier les forces et les faiblesses de la charte des partis politiques après 20 ans d'existence. Chers experts, comprenez que la charte régit la formation, l'organisation, le fonctionnement et le financement des partis politiques au Mali. À cet effet, je vous invite à une analyse minutieuse, article par article, du document pour nous faire des propositions pertinentes et adaptées aux réalités actuelles des partis politiques en République du Mali. Les experts et les participants rejettent d'ores et déjà certaines propositions des Assises nationales de la refondation relatives à la réduction du nombre des partis politiques et la suspension du financement des partis politiques. Si nous prenons le cas du Burkina, aujourd'hui ils ont plus de 200 partis politiques, le Sénégal a plus de 339 partis politiques, la Guinée a 187 partis politiques, les autres pays qui nous entourent aussi, ils sont en moyenne à plus de 200 partis politiques. Donc pour nous, ce n'est pas le nombre de partis politiques, comment organiser les partis politiques que nous puissions prendre en compte l'aspiration du peuple malien. La loi actuelle comporte une part fixe de 15% qui est partagée entre tous les partis. Si on supprime cette part fixe aujourd'hui, le problème sera réglé. Mais il est hors de question de supprimer le financement parce qu'on est en démocratie. Nous sommes aussi d'accord qu'il y a des faiblesses, qu'il y a des choses à améliorer, notamment par rapport à la formation, par rapport au fonctionnement des partis. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et nous pensons qu'objectivement, nous avons le droit, en tout cas, de réfléchir sur la question et de faire des propositions pertinentes au gouvernement. Cet atelier de 2 jours, certainement, va nous aider avec nos experts. Les recommandations issues de cet atelier seront soumises à l'approbation de la conférence des présidents du Forum des partis et mouvements politiques avant d'être transmises au gouvernement. D'un atelier à un autre, l'atelier régional de dissémination du rapport sur le profil socio-économique des communes du Mali, édition 2024, a débuté ce lundi 17 février 2025 à Mopti. L'objectif, selon les organisateurs, est de partager avec les acteurs régionaux le rapport sur le profil socio-économique des communes du Mali pour une appropriation. Une cinquantaine d'acteurs des régions de Mopti, Bandiagra et de Douanza participe à cet atelier. La rencontre est organisée par la Direction régionale du plan et de la statistique et de l'aménagement du territoire. Elle est appuyée par l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté. C'est ce que nous dit notre correspondant depuis Mopti, Moussa Traoré. En effet, les travaux de l'atelier de dissémination du rapport du profil socio-économique de ces centres communes du Mali, édition 2024, ont débuté ce lundi 17 février 2025 à Mopti. Pendant 2 jours, soit les 17 et 18 février 2025, la dissémination du rapport sur le profil socio-économique des communes du Mali, édition 2024 à Mopti, va répondre à un besoin d'analyse et de diffusion d'informations statistiques afin de permettre à l'ensemble des acteurs des régions de Mopti, Bandiagara et de Douanza de s'en approprier. Comme il est tradition, la dissémination permet au ministère de la Santé et du Développement social, à travers l'Observatoire du développement humain durable, de partager les résultats du profil socio-économique des communes avec vous, acteurs du développement. Aussi, une autre attente est de contribuer à améliorer la contribution, la compréhension et à orienter la prise de décision. Ce profil socio-économique des communes du Mali est un outil important permettant non seulement d'améliorer la connaissance des décideurs, mais également celle des acteurs au développement sur l'état de développement économique et social des communes. Mais nous attendons des participants des observations qui vont nous permettre de corriger les futures opérations dans un premier temps. Dans un premier temps, nous attendons des participants et tous les acteurs du développement, notamment les projets programmes, la collectivité, l'administration centrale, n'est-ce pas, l'utilisation de ces documents parce que ça va les permettre de prendre des décisions
futur pour le développement de leur région, de leur cercle. Le directeur de cabinet représentant le gouverneur de Mopti a déclaré que l'organisation de cet atelier illustre la volonté des autorités du Mali dans le combat contre la pauvreté pour un véritable développement humain durable. Il apparaît donc important de disposer d'un outil de suivi de l'évolution des conditions de vie des populations des communes. Ceci afin de dresser les profils de développement des communes à travers la description des déterminants de la production des richesses, de l'enclavement intérieur et extérieur des communes, de l'accessibilité des populations aux services sociaux de base, ainsi que ceux relatifs à la mobilisation des ressources pour le financement du développement. L'activité est rendue possible grâce au soutien financier de la Banque mondiale à travers le projet FASAOC. Par ailleurs, à l'initiative des jeunes ressortissants de Kérouané, la 12e édition de la lecture du Saint-Coran et des bénédictions a eu lieu hier dimanche 16 février 2025 à Kérouané. Cette rencontre annuelle, couplée au lancement des travaux de réhabilitation de la route Kérouané-Touba, a été l'occasion de présenter le rapport des activités annuelles de l'association et les perspectives pour le développement local. Bakary M. Sidibé, notre envoyé spécial, nous en dit plus. Situé à une vingtaine de kilomètres de Banamba, le village de Kérouane se transforme grâce à l'engagement de l'association des jeunes ressortissants de la localité. Elle organise chaque année, depuis plus de 10 ans, une journée de lecture du Saint-Coran et de bénédictions pour la commune. Comme à l'accoutumée, la cérémonie a mobilisé les populations locales, mais aussi et surtout les ressortissants de Kérouane. Un moment idoine pour l'association pour présenter son bilan. Quand on essaie de voir, ça fait la 12e édition cette année. De la première édition à nos jours, nous avons réalisé beaucoup de choses. Nous avons clôturé les 2 cimetières du village, construit 9 salles de classe à la mairie ainsi qu'à l'école, faire des forages pour l'adduction d'eau. Donc on ne peut même pas citer le tout, tellement que c'est nombreux. De voir les femmes sont au village ici, ils n'ont pas d'autre activité que du maraîchage. Donc l'objectif principal, c'est de donner un barrage à ces femmes pour qu'ils puissent se mobiliser un peu et de subvenir à leurs besoins. En collaboration avec les autorités locales de la commune de Dougolongoula, le premier coup des travaux de réhabilitation de la route Kérouane-Touba a été donné. Un projet financé par les ressortissants à plus de 60 millions de francs CFA. Donc il y avait ces 7 villages-là qui vivaient à une symbiose et harmonie, qui ont effectué vraiment des actions de développement. Et ce sont ces actions de développement qui se continuent tous les jours, toutes les années. Donc ils font des programmations. Là, à l'issue de ces lectures coraniques, là vraiment, ils envisagent de faire des actions de développement. Comme vous voyez aujourd'hui, le lancement de la réhabilitation de la route Touba-Kérouané, qui est long de 9 km. Engagées pour le développement durable de leur contrée, les populations ont profité de cette journée pour inviter les autorités du pays à accompagner leurs projets de développement. C'est parce que vraiment on veut désenclaver, c'est-à-dire nos différentes localités. De Banamba à Touba, il y a une route qui est tuée par l'État à hauteur de plus de 6 milliards. Aujourd'hui, la population elle-même a envisagé vraiment de faire une réalisation en latérite de Touba jusqu'à Kérouané. Principalement au gouverneur de la région de Koulikoro, en passant par le préfet de Banamba, le sous-préfet de Touba et le maire de Dougolongoula, pour leur dire que de mettre tout en œuvre pour donner un appui favorable à cette jeunesse qui se bat nuit et jour. En termes de perspective, la JRK prévoit la construction d'un lycée et d'une médersa dans le village et la construction d'un barrage. La cérémonie a pris fin par une séance de bénédiction pour la localité et pour le Mali. À Sikasso a eu lieu le samedi 15 février 2025 la célébration des 30 ans de l'ONG Conseil Appui pour l'éducation à la base CAEB,
couplé à l'inauguration du siège local de l'ONG à Sikasso. L'occasion a été mise à profit par les responsables et les membres fondateurs de rappeler l'historique et les réalisations de l'activité de l'organisation durant ses 30 années d'existence. Cette célébration a aussi été marquée par des dons de kits sanitaires composés de plus de 200 moustiquaires et lits au CSCOM de la commune rurale de Nantier. Idrissa Diallo, Pendakone, compte rendu. C'est dans une atmosphère bon enfant que Sikasso a célébré les 30 ans d'existence de l'ONG CAEB, Conseil appui pour l'éducation à la base, couplé à l'inauguration de son nouveau local de Sikasso. Cette célébration a été l'occasion de rendre hommage à différents acteurs qui ont contribué au maintien en activité de cette ONG nationale face aux intempéries. Des fois, certains en traversant le fleuve ou bien les rivières rencontrent des groupes fondamentalistes et ils les interrogent. Qu'est-ce que tu es en train de faire? On a eu aussi des collègues qui ont été enlevés par les groupes fondamentalistes. Beaucoup d'ailleurs. C'est tout ça que vraiment je dois apprécier. Vraiment remercier tout ce personnel-là, très volontaire, très engagé. Présente à cette cérémonie, les autorités locales ont salué les efforts de l'ONG CAEB et l'encouragé dans ses initiatives. Donc vraiment, merci à CAEB. Et je crois que ce sont des jeunes qui sont réunis pour faire ce travail. Ils ont cru, ils sont donné la main, ils ont fait le travail. Donc aujourd'hui, vous voyez les ONG qui sont là aujourd'hui, devaient emboîter ce même pas. Parce qu'il n'est pas donné gratuitement aujourd'hui de l'argent. Vous avez vu que beaucoup d'ONG sont partis. Beaucoup d'ONG ont fermé les portes. Mais les ONG qui sont restés, je les loue et je vais continuer à les louer parce que ce sont les vrais amis du pays. Autre temps fort de cette célébration a été la remise de plus de 200 moustiquaires ainsi que les lits et matelas au centre de santé communautaire de la commune rurale de Natien. Créée en avril 1994, l'ONG CAEB intervient dans plusieurs secteurs dont l'agriculture, l'éducation, la santé, le WASH, l'élevage et bien d'autres. Elle emploie plus de 300 personnes au Mali, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Nous restons toujours dans le monde éducatif. Conformément à sa vision politique, le président d'honneur du Parti pour l'action civique et patriotique, PACP, et directeur exécutif de la Fondation Empower Mali, Nyankoroye Samake, a inauguré le samedi 15 février sa 49e école à Labata dans la commune de Nyumamakana, cercle de Sibi, région de Koulikoro. Cette infrastructure qui a coûté 37 millions de francs CFA a été réalisée grâce au financement de la Fondation Empower Mali avec une contribution de 5 millions de francs CFA du village bénéficiaire. Elle permettra d'offrir un meilleur cadre d'apprentissage aux enfants de Labata. Omar Koïta de retour de Labata pour les détails. C'est dans une ambiance de fête que Nyankoroye Samake et sa délégation ont été accueillis à Labata, localité située à la frontière avec la Guinée. Après une visite de courtoisie au chef de village de Labata, place à la cérémonie d'inauguration. Jeunes, femmes, enfants, tout le village de Labata et environnant s'était donné rendez-vous devant l'école pour être témoins de l'événement. Comme on pouvait s'y attendre, les autorités traditionnelles et scolaires du village ont exprimé leur gratitude à Nyankoroye Samake pour ce joyau architectural. Mais grâce au leadership, au patriotisme et du dévouement de son Excellence, on a eu des salles bien construites et bien équipées. Mais plus que de la commodité, plus que des murs, plus que des bâtiments, c'est l'honneur de tout un village que vous avez lavé. Ce sont les bases d'un développement durable que vous venez de poser. Car désormais à Labata, le pessimisme a laissé place à l'optimisme. Engagé dans cette politique depuis plusieurs années, Nyankoroye Samake veut juste offrir un cadre d'apprentissage propice aux enfants. De nouvelles infrastructures, mais d'un engagement concret pour offrir aux enfants de Labata un cadre d'apprentissage digne et propice à leur réussite.
L'éducation est une priorité au Mali. L'éducation est une priorité pour un Mali fort. Nous savons tous que l'éducation est la clé du développement. Une salle de classe bien équipée, un environnement sain et structuré permettent aux enfants d'apprendre dans de meilleures conditions, d'acquérir des connaissances et de préparer leur avenir. Pour le président de la fondation Empower Mali, la volonté de sa fondation est d'être plus proche de la population et aider celles qui sont dans les besoins. Nous avons déjà construit 147 salles de classe à travers le Mali, soit 49 écoles déjà inaugurées, 66 fourrages distribués à travers le pays pour assouvir la soif et rendre la tâche de nos mères ménagères beaucoup plus facile. Soutenir les enseignants et les élèves en leur fournissant le matériel et l'encadrement nécessaire, mais aussi des logements décents pour les enseignants. La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban symbolique et la visite des salles de classe. Cette école, qui porte désormais le nom de BH Robert de Labata, est composée de 3 salles de classe équipées d'une direction et de 6 latrines. Ce samedi 15 février 2025, l'hôtel Azalea a accueilli la cérémonie de remise des prix pour la 2e édition du concours sur l'inclusion dans les médias initié par la Haute Autorité de la Communication en collaboration avec divers partenaires. Plusieurs prix ont été attribués à des journalistes dans différentes catégories. Lonomadi Baté pour les détails. Cet événement met en lumière le rôle crucial des médias dans la promotion de l'inclusion et de la diversité au sein de la société. Cette initiative encourage le journalisme à être plus inclusif et à avoir un engagement pour refléter la pluralité de notre société à travers des programmes enrichissants et significatifs. En termes d'inclusion, nous avons ciblé trois groupes, les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap. C'était la 2e édition cette année. On a eu une satisfaction majeure dans la proclamation des résultats parce qu'il a été constaté que la majeure partie des prix ont été enlevés par des dames. Ça veut dire que les femmes ne rasent plus le mur dans de telles activités. Elles compétissent à part entière et en toute responsabilité comme les hommes. Le représentant du ministre en charge de la communication a salué l'initiative. Je pense que de telles initiatives doivent être encouragées et renforcées. Et c'est un créneau dans lequel HAC aujourd'hui a bien vu d'intervenir, surtout au niveau de la presse, pour qu'effectivement la question du genre puisse être prise en compte et traitée comme elle le mérite. Les lauréats, après avoir reçu leur prix, ont promis de continuer à donner la parole aux communautés vulnérables à travers leurs reportages. Ça me donne encore plus de tonus en me disant que j'ai intérêt, que je n'ai plus le choix que de continuer dans ce sens, faire mieux. Et je suis convaincu d'une chose, qu'aujourd'hui, ce prix venant de la Haute Autorité de la Communication a un sens pour moi. C'est un poids, parce que cela veut dire qu'ils ont l'œil sur ce que nous faisons. La cérémonie a pris fin par la remise des prix aux lauréats de la 2e édition, suivie de l'attribution des attestations aux lauréats de la 1re édition. La persévérance est un talisman pour la vie, proverbe africain. Merci de l'avoir suivi avec attention cette édition. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.